Plus de 20 ans, des milliers de kilomètres d'infrastructures, des centaines de milliards de francs CFA investis. Jamais depuis l'indépendance, le Congo n'avait lancé autant de grands chantiers. Routes, énergie, santé, éducation, aviation, ports et bâtiments publics, ces projets ont redessiné le territoire et accompagné la modernisation du pays. Dans ce documentaire, nous allons parcourir les 8 grandes phases qui ont marqué cette transformation et découvrir les réalisations les plus impressionnantes du Congo entre 2006 et 2026. Il y a un bourbier qui est ici là, donc on n'arrive pas à dépasser ici là. Donc la route est vraiment bizarre quoi. Donc on cherche à tirer le camion là pour qu'on passe. Donc je ne sais pas comment on va faire ici. Il faut arranger la route papa. Au début des années 2000, le Congo sort d'une longue période de crise. Le pays doit reconstruire ses infrastructures, mais surtout reconnecter son territoire. 2 routes vont incarner cette ambition. La RN1 Pointe-Noire à Brazzaville et la RN2 Brazzaville à Ouesso. La RN1 est le projet routier le plus emblématique. Longue d'environ 517 km, avec 36 ponts, elle relie Pointe-Noire, capitale économique et portuaire, à Brazzaville, capitale politique. Son coût est officiellement présenté autour de plus de 700 milliards de francs CFA. Son financement repose principalement sur le partenariat stratégique Congo-Chine. L'Exim Bank de Chine a accordé un prêt important pour la phase Dolisie-Brazzaville avec une maturité de 20 ans, une période de grâce de 5 ans et un taux initial indiqué à 0,25%. Ce financement s'inscrivait dans un modèle où les infrastructures étaient en partie garanties par les revenus pétroliers congolais. Après près d'une décennie de travaux, la RN1 est ouverte à la circulation en 2016. Son impact est immédiat. Le trajet entre les 2 principales villes du pays devient possible en une journée. Les marchandises circulent plus rapidement et les départements du Poul, de la Bouenza, du Niari et du Kouilou sont mieux connectés aux grands marchés nationaux. Mais une route de cette taille coûte cher à entretenir. C'est pourquoi l'État met en place, en 2019, une concession de longue durée confiée à la Congolaise des routes. Cette société est chargée de l'exploitation et de l'entretien de la RN1, de la RN1 bis et de la RN2 pendant 30 ans. À côté de la RN1, la RN2 joue un rôle différent, mais tout aussi stratégique. Longue d'environ 800 à 830 km, elle relie Brazzaville à Ouesso en traversant les plateaux, la cuvette et la Sanga. Elle n'est pas construite comme un seul grand chantier, mais modernisée par étapes, tronçon après tronçon. Le financement de la RN2 est donc plus fragmenté. Il combine le budget de l'État, les recettes pétrolières, des financements chinois, mais aussi des appuis multilatéraux pour les corridors régionaux. La Banque africaine de développement est notamment intervenue sur les projets de corridors liés au nord du Congo et à la connexion Congo-Cameroun, avec par exemple un prêt BAD de 62,054 millions d'euros pour la phase 2 du projet Ketajum. La RN2 a permis de désenclaver des villes comme Gamboma, Oyo, Owando, Makwa et Ouesso. Elle a facilité la circulation des personnes, l'écoulement des produits agricoles et le transport du bois depuis les zones forestières du Nord. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la route bitumée, vraiment pour nous c'est une grande délivrance. Avant c'était vraiment un calvaire, c'était plus que l'enfer, bien que je n'ai jamais vécu l'enfer, mais par l'imagination je trouve que l'ancienne voie était plus que l'enfer, c'était très dur. C'était pas facile pour nous de faire une rotation le mois. Ainsi, la RN1 et la RN2 racontent 2 dimensions complémentaires des grands travaux au Congo. La RN1 représente la grande route économique. Elle relie le port, les bassins de production et la capitale. La RN2 représente la grande route territoriale. Elle relie le sud au nord, Brazzaville à Ouesso, et ouvre le Congo profond à l'économie nationale. Ensemble, elles ont coûté des centaines de milliards de francs CFA, mobilisé des prêts étrangers, engagé l'État sur plusieurs décennies et transformé durablement la mobilité au Congo. Mais elles posent aussi une question centrale. Comment construire de grandes infrastructures sans rendre leur entretien plus lourd que leur réalisation ? C'est là tout l'enjeu des grands travaux routiers congolais
entre 2006 et 2026. Bâtir, financer, connecter, mais aussi préserver. Au cours des années 2010, les grands travaux ne se limitent plus aux routes nationales. Le gouvernement engage également la construction d'ouvrages d'art destinés à moderniser Brazzaville et à accompagner l'émergence de nouveaux pôles urbains. 2 réalisations vont particulièrement marquer cette période: le pont du 15 août 1960 et le viaduc Talangai-Kintélé. Le premier symbolise la modernisation du centre de Brazzaville. Le second ouvre la voie à la création d'une nouvelle ville au nord de la capitale. À eux deux, ces ouvrages représentent près de 180 milliards de francs CFA d'investissement public. Au début des années 2010, Brazzaville connaît une forte croissance urbaine. Les quartiers sud, le centre-ville et les berges du fleuve sont confrontés à une circulation de plus en plus dense. Pour répondre à cette situation, les autorités lancent le projet de la Corniche Sud, une nouvelle voie urbaine longeant le fleuve Congo. Au cœur de ce projet se trouve un ouvrage spectaculaire, le pont du 15 août 1960. Inauguré le 5 février 2016, ce pont à haubans devient immédiatement l'un des nouveaux symboles architecturaux du pays. Long de 545 mètres, il possède une portée centrale de 285 mètres, soutenue par 2 pylônes culminant à 122 mètres de hauteur. L'ensemble est maintenu par 120 haubans illuminés aux couleurs nationales. Le projet représente un investissement total de 72,027 milliards de francs CFA. Sur ce montant, 68,873 milliards de francs CFA sont consacrés aux travaux réalisés par la société chinoise CRBC, tandis que 2,038 milliards de francs CFA financent les missions de contrôle et de surveillance technique. Le financement est assuré directement par l'État congolais. Avant son ouverture, le pont est soumis à des essais de charge impliquant 20 camions de 30 tonnes, soit 600 tonnes simultanément, pendant 4 jours. Les tests sont concluants. Au-delà de ses performances techniques, le pont du 15 août 1960 transforme le visage de Brazzaville. Il fluidifie la circulation, valorise les berges du fleuve et offre à la capitale une nouvelle signature architecturale visible de loin. Cependant, son impact demeure principalement urbain. Contrairement à la RN1 ou à la RN2, il ne modifie pas profondément les échanges économiques nationaux. Son importance réside davantage dans la modernisation de la capitale et dans l'image qu'il projette du Congo contemporain. Si le pont du 15 août 1960 est la vitrine du Brazzaville moderne, le viaduc Talangai-Kintélé est probablement l'ouvrage d'art le plus ambitieux jamais réalisé au Congo. Son origine est directement liée à l'organisation des Jeux africains de 2015. Lorsque Brazzaville obtient l'accueil de cette compétition continentale, le gouvernement décide de construire un vaste complexe sportif à Kintélé, au nord de la capitale. Mais un problème majeur se pose. Comment relier rapidement cette zone encore peu urbanisée au reste de la ville? La réponse prend la forme d'un gigantesque viaduc traversant le lit majeur du fleuve Congo. Les études sont confiées au groupe Aegis, tandis que la construction est réalisée par la société chinoise CRBC. Les travaux débutent en 2014. Le résultat est impressionnant. Le viaduc mesure 6865 mètres de longueur, auxquels s'ajoutent 800 mètres de rampe d'accès, soit près de 7 km d'ouvrage continu. Il repose sur 728 pieux, totalisant plus de 15 km de fondation, et mobilise 1080 poutres préfabriquées, 21 600 tonnes d'acier de précontrainte et 385 candélabres. Le coût officiel du projet atteint 106,4 milliards de francs CFA. Dans ce montant figurent 103,3 milliards de francs CFA pour les travaux de construction, 3,061 milliards de francs CFA pour la mission de contrôle assurée par Aegis, environ 7,941 milliards de francs CFA d'indemnisation et d'expropriation versés aux populations concernées. Contrairement à la RN1, largement financée par des prêts chinois adossés aux recettes pétrolières, le viaduc s'inscrit dans le programme d'investissement public des Jeux africains de 2015. Son financement provient principalement du budget de l'État, alimenté par les importantes recettes pétrolières enregistrées entre 2011 et 2014, période durant laquelle le baril de pétrole évolue à des niveaux historiquement élevés. L'ouvrage est inauguré le 30 août 2015, quelques jours avant l'ouverture des Jeux africains. Son impact dépasse largement le cadre sportif. Grâce à lui, Kintélé cesse d'être une périphérie isolée. La zone accueille progressivement le complexe sportif de la Concorde, l'université Denis Sassou Nguesso,
de nouveaux quartiers résidentiels et plusieurs équipements administratifs. Le viaduc devient ainsi le principal moteur du développement de la Kintélé moderne. L'histoire commence en 2011, lorsque Brazzaville est choisie pour accueillir les 11e Jeux africains de 2015. Pour les autorités, l'événement représente bien davantage qu'une compétition sportive. Il s'agit d'une occasion unique de moderniser les infrastructures du pays et de réaffirmer le rôle historique de Brazzaville, première ville africaine à avoir accueilli les Jeux africains en 1965. Le choix est fait de construire un immense complexe sportif à Kintélé, au nord de la capitale. À l'époque, cette zone est encore peu urbanisée. En seulement 27 mois, un chantier colossal voit le jour. Plus de 4500 ouvriers, congolais et chinois, sont mobilisés. Les travaux sont réalisés principalement par les entreprises chinoises CSCEC, Sinohydro et leurs partenaires. Le coût total du projet atteint environ 379,8 milliards de francs CFA, soit près de 558 millions de dollars. Le complexe couvre plus de 80 hectares. Au cœur du site s'élève un stade olympique de 60 000 places, le plus grand du Congo. Autour du stade sont construits un palais des sports de 10 000 places, un complexe nautique, un centre média, un centre administratif, des hôtels, un héliport, un vaste village olympique capable d'accueillir plusieurs milliers d'athlètes. Lorsque les Jeux africains s'ouvrent en septembre 2015, Brazzaville accueille plus de 50 nations africaines. Pour la première fois depuis des décennies, le Congo dispose d'infrastructures sportives comparables à celles des grandes compétitions internationales. Mais l'impact du projet dépasse largement le domaine sportif. Le complexe devient le moteur de la transformation urbaine de Kintélé, futur pôle de développement de la capitale. Après les Jeux africains, le gouvernement décide de poursuivre l'aménagement du nouveau pôle urbain de Kintélé. L'objectif est clair, faire de Kintélé non seulement un centre sportif, mais également un centre diplomatique et événementiel capable d'accueillir les grandes rencontres internationales. C'est dans ce contexte qu'est lancé le Centre international de conférences de Kintélé. Le projet est confié à l'entreprise turque Suma et financé grâce à un crédit de l'Exim Bank de Turquie. Le coût officiel atteint 134,47 milliards de francs CFA, soit environ 220 millions de dollars. Inauguré le 20 juin 2017, le complexe comprend une salle de congrès de 1500 places, une salle dédiée au chef d'État de 375 places, un hôtel intégré de 200 chambres, une salle de banquet de 1000 places, un musée, un héliport, des espaces d'exposition et de conférences. Le Centre international de conférences devient rapidement l'un des plus importants équipements diplomatiques d'Afrique centrale. Il accueille des sommets régionaux, des conférences internationales et des forums économiques. Quelques années plus tard, il est choisi pour accueillir les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, confirmant sa place dans le paysage diplomatique africain. Pendant que Kintélé poursuit son développement, un autre projet transforme profondément l'horizon de Brazzaville. Dans le quartier de Mpila s'élèvent progressivement deux immenses gratte-ciel qui vont devenir le nouveau symbole architectural du Congo, les tours jumelles de Brazzaville. Construites par le groupe chinois Beijing Construction Engineering Group, elles sont financées grâce à un partenariat entre l'État congolais et la Banque d'export-import de Chine. Le coût du projet atteint environ 173,9 milliards de francs CFA. Avec leurs 30 étages et leurs 135 mètres de hauteur, elles dominent désormais le paysage urbain de la capitale. Le complexe comprend des bureaux, un hôtel de luxe, des salles de conférences, des espaces commerciaux, des restaurants panoramiques. Inaugurées en octobre 2023, elles incarnent la volonté de faire entrer Brazzaville dans une nouvelle phase de modernisation urbaine. Quelques centaines de mètres plus loin, un autre projet participe à la transformation du quartier de Mpila. En mars 2012, cette zone avait été frappée par l'une des plus graves catastrophes de l'histoire récente du Congo, les explosions du camp militaire de Mpila. Pendant des années, les stigmates de la tragédie demeurent visibles. La construction du Brazza Mall, inaugurée en décembre 2023, marque une étape symbolique dans la renaissance du quartier. Réalisé par China Jiangsu International, le centre commercial devient le plus grand espace commercial moderne du pays. Boutiques, restaurants, espaces de loisirs et services y trouvent place.
Au-delà de sa fonction économique, le projet symbolise la reconstruction d'un secteur longtemps associé au souvenir du drame. La modernisation du pays ne concerne pas seulement les infrastructures économiques, elle touche également les institutions. En mai 2017, débute la construction du nouveau siège du Parlement. L'ouvrage est financé grâce à un don du gouvernement chinois d'une valeur de plus de 34 milliards de francs CFA. Réalisé par Jiangsu Provincial Construction Group, le complexe est inauguré en mars 2021. Le bâtiment réunit désormais l'Assemblée nationale et le Sénat dans un même ensemble moderne de plus de 24 000 mètres carrés. Doté d'équipements numériques, de salles de commission et de 2 hémicycles de 500 et 300 places, il devient l'un des symboles institutionnels de la République. Pris séparément, chacun de ces projets possède sa propre logique. Mais ensemble, ils racontent une histoire plus vaste, l'histoire de la naissance d'un nouveau pôle urbain autour de Kintélé et de la modernisation du cœur institutionnel de Brazzaville. Lorsque les travaux du barrage d'Imbulu sont lancés au début des années 2000, l'objectif est clair, mettre fin aux pénuries chroniques d'électricité qui frappent Brazzaville et renforcer l'autonomie énergétique du pays. Construit sur la rivière Léfini, à environ 220 km au nord de Brazzaville, Imbulu devient le plus grand barrage hydroélectrique construit au Congo depuis l'indépendance. L'ouvrage est équipé de 4 turbines Kaplan de 30 MW chacune, soit une puissance installée totale de 120 MW. Sa production annuelle est estimée à 876 millions de kWh. Le coût du projet varie selon les sources officielles, entre 280 millions de dollars et 372,5 millions de dollars, soit environ 170 à 190 milliards de francs CFA. La version la plus fréquemment retenue lors de l'inauguration est celle d'un investissement de 372,5 millions de dollars. Le financement repose essentiellement sur la coopération sino-congolaise. La Chine finance environ 85% du projet sous forme de prêts, tandis que l'État congolais apporte les 15% restants. Les travaux sont réalisés par la société chinoise CMEC. Le barrage est inauguré le 7 mai 2011 par le président Denis Sassou Nguesso. Pour le gouvernement, Imbulu doit devenir le principal maillon du futur boulevard énergétique national. Pour la première fois, le Congo dispose d'un ouvrage capable de produire davantage d'électricité que toutes les anciennes centrales hydroélectriques du pays réunies. Quelques années plus tard, l'État décide de poursuivre son programme hydroélectrique dans le département de la Sangha. Le barrage de Liueso est construit à proximité d'Ouesso afin d'alimenter les villes du Nord et de soutenir le développement économique de la région. L'ouvrage est équipé de 3 turbines Francis de 6,4 MW chacune pour une capacité totale de 19,2 à 19,9 MW. Les travaux débutent officiellement le 18 mai 2012 et sont réalisés par China Gezuba Group Company Limited. La centrale est raccordée au réseau en août 2016, avant son inauguration officielle le 29 mai 2017. Le coût total du projet atteint environ 109 millions de dollars, soit près de 85 milliards de francs CFA. Sur ce montant, plus de 21 milliards de francs CFA sont consacrés aux lignes électriques associées nécessaires pour transporter l'énergie produite. Le financement est assuré principalement par un prêt de la China Exim Bank de 96,3 millions de dollars, accordé sur 19 ans avec une période de grâce de 4 ans et un taux préférentiel de 0,25%. Contrairement à Imbulu, dont la vocation est nationale, Liueso poursuit un objectif territorial. Le barrage doit alimenter essentiellement la Sangha, soutenir les activités forestières, les scieries, l'huilerie de la région et préparer le développement d'une future zone économique spéciale dans le nord du pays. Si Imbulu représente le symbole de l'hydroélectricité congolaise, la véritable révolution énergétique du pays se produit à Pointe-Noire. Mise en service en 2010 à Côte-Matev, la centrale électrique du Congo, plus connue sous le nom de CEC, fonctionne au gaz naturel provenant des champs pétroliers offshore. Le projet est développé sous la forme d'une société mixte détenue à 80% par l'État congolais et à 20% par le groupe italien Eni. À son lancement, la centrale dispose de 2 turbines produisant 314 MW. 10 ans plus tard,
L'ajout d'une troisième turbine de 170 MW porte la capacité totale à 484 MW. Cette puissance est supérieure à celle de tous les barrages hydroélectriques du pays réunis. En 2024, la CEC enregistre sa meilleure année de production avec 2,39 TWh, confirmant son rôle central dans l'alimentation électrique du Congo. La centrale constitue aujourd'hui la principale source d'électricité du pays. Selon les données gouvernementales récentes, elle dispose à elle seule de 484 MW installés, soit l'essentiel de la puissance réellement disponible sur le réseau national. Au-delà de la production d'électricité, la CEC permet également de valoriser le gaz naturel, autrefois brûlé à la torche dans les installations pétrolières. À quelques kilomètres de là, la centrale de Djeno suit une trajectoire plus complexe. Mise en service en 2008 avec une puissance installée de 50 MW, elle est alimentée par le gaz provenant des installations pétrolières de Djeno. Après plusieurs années de fonctionnement difficile, la centrale est arrêtée en 2012. Pour relancer cette infrastructure stratégique, l'État confie sa réhabilitation à l'opérateur turc AXA Energy dans le cadre d'une concession de longue durée. Le 10 novembre 2022, une première turbine de 25 MW est remise en service. L'objectif affiché est de réhabiliter l'ensemble de la centrale, puis d'envisager une montée en puissance progressive vers 100 MW. Même si sa puissance reste modeste comparée à celle de la CEC, la centrale de Djeno joue un rôle important dans la sécurisation du réseau électrique national et dans la valorisation du gaz naturel produit sur la côte congolaise. Au début des années 2010, le système de santé congolais fait face à de nombreuses difficultés. La majorité des infrastructures hospitalières du pays datent de plusieurs décennies. Les équipements sont souvent insuffisants, les services spécialisés concentrés à Brazzaville et Pointe-Noire, et les populations de l'intérieur du pays doivent parfois parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour accéder à des soins de qualité. Face à cette situation, le gouvernement lance l'un des plus ambitieux programmes sociaux de son histoire, le programme Santé pour tous. L'objectif est considérable. Il s'agit de construire 12 hôpitaux généraux modernes dans les 12 départements du Congo, afin que chaque région dispose d'un établissement hospitalier de référence capable d'offrir des soins spécialisés, des blocs opératoires modernes, des services d'imagerie médicale, des laboratoires et des capacités d'hospitalisation adaptées. Les différents chantiers sont officiellement lancés à partir de 2014. Chaque hôpital est conçu pour accueillir environ 200 lits et les travaux sont confiés à la société brésilienne Asperbras avec une durée d'exécution initialement prévue de 37 mois. L'ambition affichée est claire, faire du Congo un pays capable d'offrir des soins hospitaliers modernes sur l'ensemble de son territoire. Mais très rapidement, le projet se heurte à la réalité économique. La chute des cours du pétrole à partir de 2014 réduit fortement les recettes de l'État. Plusieurs chantiers ralentissent ou sont temporairement arrêtés faute de financement. Certaines sources évoquent une enveloppe globale pouvant atteindre plusieurs centaines de milliards de francs CF, tandis que des organisations de la société civile dénoncent des retards importants dans l'exécution du programme. Malgré ces difficultés, 2 réalisations majeures vont finalement voir le jour. Les hôpitaux généraux de Djiri et de Ngoyo. Le 15 décembre 2021, le président Denis Sassou Nguesso inaugure l'hôpital général de Djiri, situé dans le 9e arrondissement de Brazzaville. Cet établissement constitue l'une des premières concrétisations visibles du programme Santé pour tous. Construit sur un site de plus de 16 500 m², il dispose d'une capacité d'environ 200 lits, de logements d'astreinte pour le personnel médical, d'une centrale de production de gaz médicaux, d'une morgue, d'équipements d'imagerie et de plusieurs services spécialisés. Son importance dépasse le simple cadre hospitalier. L'hôpital est appelé à desservir non seulement les quartiers nord de Brazzaville, en pleine expansion démographique, mais également les populations situées le long de l'axe Brazzaville-Oyo. Certaines estimations officielles évoquent un bassin potentiel de plus de 1,8 million d'habitants. Avec Djiri, Brazzaville se dote d'un nouveau centre hospitalier moderne, capable d'alléger la pression qui pèse depuis des décennies sur le CHU de Brazzaville. Quelques semaines plus tard, le 21 janvier 2022, le président de la République inaugure l'hôpital général de Ngoyo, dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire. Comme Djiri, l'établissement est conçu autour d'une capacité de 200 lits. Il comprend plusieurs services spécialisés, des blocs opératoires modernes,
des équipements d'imagerie médicale, des unités de réanimation, ainsi que des installations destinées à répondre aux besoins croissants de la capitale économique du pays. Son ouverture augmente considérablement les capacités hospitalières de Pointe-Noire, qui reposaient principalement jusque-là sur les hôpitaux Adolphe Cissé et Loandjili. Pour les autorités, Ngoyo constitue un maillon essentiel de la modernisation sanitaire de la façade maritime congolaise. Malgré l'inauguration de Djiri et Ngoyo, le programme des 12 hôpitaux n'est pas entièrement achevé. Plusieurs chantiers connaissent des retards importants. En 2024, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, accorde un financement supplémentaire de 30 milliards de francs CFA pour relancer la construction et l'équipement des hôpitaux de Sibiti et Wesso. Le coût global de ces deux établissements est alors estimé à environ 115 milliards de francs CFA. Cette décision montre que le projet demeure une priorité nationale malgré les contraintes budgétaires. Au-delà des bâtiments, le véritable défi reste désormais leur fonctionnement. Recrutement du personnel, maintenance des équipements, approvisionnement en médicaments et financement durable du système de santé. 20 ans après le lancement des grands travaux, le programme Santé pour tous apparaît ainsi comme l'une des plus grandes ambitions sociales du Congo moderne. Avec Djiri et Oyo, le pays a démontré sa capacité à construire des infrastructures hospitalières de haut niveau. Mais l'histoire du programme rappelle également qu'en matière de santé, construire un hôpital n'est que la première étape. Le véritable enjeu consiste à le faire vivre durablement au service des populations. Ici, il n'y a ni Mboshi, ni Teke, ni Lari, ni Congo. Il n'y a que la famille de l'université Denis Sassou Nguesso. Au milieu des années 2010, alors que le Congo investit massivement dans les routes, l'énergie et les infrastructures sportives, un autre chantier d'envergure voit le jour à Kintélé, au nord de Brazzaville. L'ambition est de former les générations qui devront bâtir le Congo de demain. C'est dans cet esprit qu'est lancée la construction de l'université Denis Sassou Nguesso, plus connue sous le sigle UDSN. Créée par la loi numéro 37/2013, cette nouvelle institution doit devenir la deuxième université publique du pays, 50 ans après la création de l'université Marien Ngouabi. Son rôle est double, désengorger les structures universitaires existantes et offrir au Congo un pôle moderne de formation scientifique, technologique et professionnelle. Le projet est implanté à Kintélé, à environ 25 km au nord de Brazzaville. L'université est construite sur un vaste domaine de 350 hectares, avec une superficie bâtie prévue de 36,5 hectares. À terme, le programme prévoit la construction de dizaines de bâtiments universitaires, d'amphithéâtres, de laboratoires, de bibliothèques, de résidences universitaires, de logements pour les enseignants, de voies d'accès ambitieux. Accueillir à terme près de 30 000 étudiants et faire de Kintélé un véritable pôle universitaire et scientifique d'Afrique centrale. Le chantier est confié à la société Unicon Développement sous le contrôle technique de SGI International. L'université Denis Sassou Nguesso constitue l'un des plus importants investissements éducatifs jamais réalisés au Congo. Le coût global du projet est officiellement estimé à 241 647 millions de francs CFA, soit environ 400 millions de dollars américains. Ce financement provient essentiellement du budget de l'État congolais. À titre de comparaison, ce montant est supérieur au coût du barrage de l'Iweso et comparable à certains des plus grands projets d'infrastructure réalisés dans le pays au cours des 20 dernières années. Mais la réalisation du projet va rapidement se heurter aux difficultés économiques du pays. À partir de 2014, la chute des cours du pétrole entraîne une forte diminution des recettes publiques. Les paiements ralentissent et le chantier connaît plusieurs interruptions. En 2017, les responsables de l'entreprise indiquent que seulement une fraction des financements prévus a été effectivement décaissée et que les travaux progressent plus lentement que prévu. Selon les déclarations officielles faites lors de l'inauguration, l'entreprise n'avait perçu qu'environ 110 milliards de francs CFA au moment de la livraison du premier module. Après plusieurs années de travaux,
Le premier module de l'université est finalement inauguré le 5 février 2021. La cérémonie revêt une dimension continentale. Plusieurs chefs d'État africains font le déplacement à Brazzaville, notamment le président du Sénégal, Macky Sall, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, et le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Ce qui est inauguré en 2021 n'est pas l'université dans son intégralité. Il s'agit du premier module du projet. Les autorités parlent alors explicitement de la livraison d'une première phase permettant le démarrage des activités académiques. Au début des années 2000, le transport aérien congolais souffre des mêmes difficultés que de nombreux secteurs du pays. Les infrastructures vieillissent, les équipements sont devenus insuffisants et les principaux aéroports ne répondent plus totalement aux standards internationaux. Pour un pays vaste de plus de 342 000 km², où certaines localités restent éloignées des grands axes routiers, l'aviation demeure pourtant un outil essentiel de mobilité, d'intégration économique et d'ouverture sur le monde. Conscient de cet enjeu, le gouvernement engage un vaste programme de modernisation des infrastructures aéroportuaires. 2 projets vont symboliser cette ambition. La rénovation de l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville et la modernisation de l'aéroport international Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire. À eux deux, ces projets représentent plus de 140 milliards de francs CFA d'investissement et constituent l'une des plus importantes transformations du secteur aérien congolais depuis l'indépendance. Pendant plusieurs décennies, l'aéroport Maya Maya constitue la principale porte d'entrée aérienne du Congo. Mais au milieu des années 2000, ces infrastructures montrent leurs limites face à l'augmentation du trafic et aux nouvelles exigences internationales en matière de sécurité et de confort. Le gouvernement décide alors d'engager une reconstruction en profondeur de l'aéroport. Le projet est réalisé dans le cadre de la coopération sino-congolaise et financé principalement grâce à des prêts de la China Exim Bank. 2 financements successifs sont mobilisés. Environ 81 millions de dollars américains pour la première phase et 72 millions de dollars pour la seconde. La construction est confiée à l'entreprise chinoise WIETC, Weihai International Economic et Technical Cooperative Company. Le coût global officiellement annoncé dépasse 86 milliards de francs CFA. Les travaux comprennent une nouvelle aérogare moderne construite en 2 modules, une piste entièrement réhabilitée de 3300 mètres, des passerelles télescopiques, de nouveaux parkings avions, des équipements modernes de sûreté et de contrôle. Le premier module est mis en service en 2010, tandis que le second est inauguré le 5 février 2014. La transformation est spectaculaire. Avec sa nouvelle aérogare, Maya Maya est conçue pour accueillir plusieurs millions de passagers par an. Entre 2008 et 2013, le trafic passe d'environ 745 000 passagers à plus de 1,1 million de passagers, illustrant la montée en puissance de la plateforme. Mais la modernisation ne concerne pas seulement les bâtiments. En avril 2011, l'État congolais confie l'exploitation de Maya Maya à la société Aerco dans le cadre d'une concession de 25 ans associant le groupe français Aegis et des partenaires congolais. L'objectif est de garantir la maintenance des infrastructures et d'assurer une gestion conforme aux standards internationaux. Grâce à ces investissements, Maya Maya devient l'une des plateformes aériennes les plus modernes d'Afrique centrale et la principale vitrine internationale de la capitale congolaise. Pendant que Brazzaville modernise Maya Maya, Pointe-Noire entreprend également la transformation de son principal aéroport. L'aéroport international Antonio Agostinho Neto occupe une place particulière dans l'économie nationale. Situé au cœur de la capitale économique du Congo, il dessert la principale zone pétrolière du pays, le port autonome de Pointe-Noire et l'ensemble des activités industrielles et commerciales du littoral. Pour accompagner cette croissance, le gouvernement lance un vaste programme de modernisation. Le projet comprend la construction d'un nouveau terminal international de près de 18 000 m², réalisé par la société chinoise China Jiangsu International. Le coût du terminal international atteint 41,887 milliards de francs CFA TTC. Parallèlement,
l'État engage des travaux de réhabilitation de la piste et des infrastructures aéronautiques pour un montant d'environ 16 milliards de francs CFA. Ces travaux permettent à l'aéroport d'accueillir des appareils de plus grande capacité et d'améliorer sa sécurité opérationnelle. Le financement repose principalement sur les ressources publiques nationales, complétées par des financements structurés dans le cadre de la concession aéroportuaire. En 2015, Aerco obtient un prêt de 18 milliards de francs CFA, accordé par un consortium conduit par la BDEAC, afin de poursuivre la modernisation des infrastructures aéroportuaires congolaises. Comme Maya Maya, l'aéroport de Pointe-Noire est intégré à la concession de 25 ans, confiée à Aerco et au groupe Aegis, permettant ainsi une gestion professionnelle et un entretien continu des installations. La modernisation de l'aéroport Antonio Agostinho Neto renforce considérablement la capacité d'accueil de Pointe-Noire et accompagne le développement du secteur pétrolier, du commerce international et des investissements étrangers. La modernisation de Maya Maya et d'Antonio Agostinho Neto répond à deux logiques différentes mais complémentaires. Maya Maya est la porte diplomatique et institutionnelle du Congo. C'est l'aéroport des sommets internationaux, des délégations officielles et des grandes rencontres politiques. Antonio Agostinho Neto est la porte économique du pays. Il accompagne les activités pétrolières, industrielles, portuaires et commerciales qui font de Pointe-Noire le moteur économique national. Ensemble, ces deux plateformes constituent l'ossature du transport aérien congolais moderne. Avec plus de 140 milliards de francs CFA investis, de nouvelles infrastructures, des pistes modernisées et un modèle de gestion confié à des opérateurs spécialisés, le Congo a profondément transformé ses principales portes d'entrée aériennes. Au-delà des bâtiments et des équipements, ces investissements traduisent une ambition plus large, connecter davantage le Congo au reste de l'Afrique et au monde, tout en accompagnant la modernisation économique engagée au cours des 2 dernières décennies. Alors que le Congo investit dans les routes, les barrages, les hôpitaux et les universités, une autre transformation, moins visible pour le grand public mais tout aussi stratégique, est en cours sur la côte atlantique. À Pointe-Noire, le principal port du pays entreprend sa plus profonde mutation depuis l'époque coloniale. L'enjeu dépasse largement les frontières du Congo. Il s'agit de faire du port autonome de Pointe-Noire non seulement la principale porte maritime du pays, mais également l'une des grandes plateformes logistiques d'Afrique centrale. Le port autonome de Pointe-Noire, créé durant la période coloniale, bénéficie d'un avantage naturel rare, un port en eau profonde ouvert directement sur l'océan Atlantique. Contrairement à plusieurs ports concurrents de la sous-région, il peut accueillir de grands navires sans dépendre d'un long chenal fluvial. Au début des années 2000, cependant, les infrastructures commerciales du port ne sont plus adaptées à la croissance du trafic mondial des conteneurs. La révolution de la conteneurisation transforme le commerce international et Pointe-Noire doit s'adapter ou risquer d'être marginalisée. Le tournant intervient le 23 décembre 2008. L'État congolais signe une convention de concession avec Congo Terminal, filiale du groupe Bolloré Africa Logistics, devenu plus tard Africa Global Logistics, AGL. La concession est accordée pour une durée de 27 ans, afin de moderniser, exploiter et développer le terminal à conteneurs du port. Le modèle retenu est celui d'un partenariat public-privé. Le PAPN conserve son rôle d'autorité portuaire et de propriétaire des infrastructures stratégiques, tandis que Congo Terminal finance les investissements et assure les opérations de manutention. Cette décision marque le début d'une transformation majeure. Depuis le début de la concession, les investissements réalisés atteignent des niveaux rarement observés dans le secteur logistique congolais. Le plan initial prévoyait déjà plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement. Au fil des années, les montants engagés n'ont cessé d'augmenter. En 2022, les investissements cumulés dépassent déjà 250 milliards de francs CFA, soit environ 400 millions d'euros. En 2025, AGL annonce qu'à l'horizon 2027, les investissements cumulés dans la plateforme portuaire de Pointe-Noire approcheront 1 milliard d'euros, incluant les infrastructures, les équipements, les systèmes logistiques
et les nouvelles extensions. Peu d'infrastructures congolaises peuvent revendiquer un tel niveau d'investissement. Au cœur de cette transformation se trouve Congo Terminal. Les quais sont reconstruits et renforcés. Les terre-pleins sont agrandis. De nouveaux portiques de quais sont installés. Les équipements de manutention sont renouvelés. Les systèmes informatiques portuaires sont modernisés. La gare de fret est développée. Le terminal dispose progressivement d'équipements comparables à ceux des grands ports internationaux. Cette modernisation change radicalement les performances du port. Les résultats sont spectaculaires. En 2009, au début de la concession, le trafic du terminal à conteneurs se situe autour de 200 000 EVP, équivalent 20 pieds. Quelques années plus tard, il franchit le seuil du million. En 2025, Congo Terminal annonce avoir traité 1 219 164 EVP, soit plus de 6 fois le volume enregistré au début de la concession. Cette progression fait de Pointe-Noire l'une des plateformes conteneurisées les plus dynamiques d'Afrique centrale. Le port devient un véritable hub régional de transbordement. Le succès du port ne repose pas uniquement sur l'économie congolaise. Pointe-Noire dessert également la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Tchad, le Cabinda, plusieurs corridors commerciaux d'Afrique centrale. Une part importante du trafic concerne le transbordement international, preuve que le port est devenu une plateforme régionale et non plus seulement nationale. Cette position géographique donne au Congo un avantage stratégique considérable dans le commerce sous-régional. Mais les ambitions ne s'arrêtent pas là. En 2024, Congo Terminal annonce le lancement du projet le plus ambitieux de son histoire, l'extension du môle Est. Le projet représente plus de 400 millions d'euros d'investissements supplémentaires. Pour financer cette expansion, un accord bancaire de 150,88 milliards de francs CFA, soit environ 230 millions d'euros, est signé en mars 2025. Les nouvelles infrastructures comprennent un quai de 750 mètres, un tirant d'eau de 17 mètres, environ 27 hectares de nouvelles plateformes, des portiques de dernière génération, des équipements entièrement électrifiés, une importante campagne de dragage du chenal. L'objectif est clair, accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde. Grâce à cette extension, la capacité du terminal doit plus que doubler. Les responsables de Congo Terminal visent un trafic d'environ 2 millions d'EVP par an dès 2027, contre un peu plus d'1 million aujourd'hui. En octobre 2025, le port franchit déjà une étape symbolique en accueillant l'un des plus grands porte-conteneurs jamais reçus à Pointe-Noire, capable de transporter plus de 15 000 EVP. Pour les autorités congolaises comme pour les opérateurs logistiques, cette évolution doit permettre au port de rivaliser davantage avec les grandes plateformes africaines. Les routes transportent les marchandises, les barrages produisent l'électricité, les hôpitaux soignent, les universités forment. Mais les ports assurent la connexion entre toutes ces activités et le reste du monde. Lorsqu'on évoque les grands travaux du Congo entre 2006 et 2026, les images qui viennent le plus souvent à l'esprit sont celles des autoroutes, des barrages hydroélectriques, des ponts ou des aéroports. Pourtant, certaines infrastructures ont un impact plus direct encore sur la vie quotidienne des populations. C'est le cas de l'usine de traitement d'eau de Djiri. Située au nord de Brazzaville, cette installation constitue depuis plusieurs décennies l'une des principales sources d'alimentation en eau potable de la capitale. Chaque jour, des centaines de milliers de Brazzavillois dépendent de son fonctionnement. Au début des années 2000, Brazzaville connaît une croissance démographique rapide. La ville dépasse largement le million d'habitants alors que les infrastructures de production et de distribution d'eau ont été conçues pour une population beaucoup plus faible. Mise en service dans les années 1980, l'usine de Djiri avait été construite pour répondre aux besoins d'une capitale qui comptait alors environ 500 000 habitants. Sa capacité de production, estimée à environ 2500 mètres cubes par heure, n'était plus suffisante face à l'expansion urbaine. Les conséquences sont visibles dans de nombreux quartiers. Coupures fréquentes, faible pression dans les canalisations, dessertes irrégulières, difficultés d'accès à l'eau potable dans les zones périphériques.
Pour les autorités, la question de l'eau devient alors un enjeu aussi stratégique que l'électricité ou les routes. Face à cette situation, plusieurs programmes successifs sont lancés afin d'augmenter les capacités de production de l'usine. Dès la fin des années 2000, le gouvernement engage de nouveaux investissements sur le site de Djiri. Les études du secteur de l'eau prévoient notamment le renforcement des capacités de production, de stockage et de distribution afin de répondre à la forte croissance de la demande dans la capitale. Des unités compactes de traitement d'eau sont installées et modernisées afin d'accroître progressivement la quantité d'eau produite. Ces premiers investissements préparent le terrain à une transformation beaucoup plus importante. Le véritable tournant intervient en 2016 avec le lancement du projet d'extension en zone périphérique et de renforcement du service public d'eau potable à Brazzaville. Le programme bénéficie d'un financement de 100 millions d'euros, soit environ 65,5 milliards de francs CFA, accordés par l'Agence française de développement. Il s'agit de l'un des plus importants investissements jamais réalisés dans le secteur de l'eau potable au Congo. L'objectif ne consiste pas seulement à améliorer l'usine de Djiri. Le programme vise également à étendre le réseau d'eau potable, renouveler les canalisations vieillissantes, raccorder de nouveaux ménages, moderniser la gestion de la distribution, renforcer les capacités des usines de Djiri et du Djoué. Les travaux réalisés à Djiri concernent plusieurs équipements essentiels. Les unités compactes de traitement sont réhabilitées. De nouvelles électropompes sont installées. Les systèmes de pompage sont modernisés. Les équipements électriques sont renouvelés afin d'améliorer la fiabilité de la production. Parallèlement, le projet transforme également le réseau de distribution. Au total, environ 580 km de canalisation sont posés ou rénovés. Plus de 30 000 nouveaux branchements sont réalisés. Près de 154 km de réseaux existants sont réhabilités. Pour la première fois depuis longtemps, les quartiers périphériques de Brazzaville bénéficient d'un programme de raccordement d'une telle ampleur. L'un des résultats les plus importants concerne l'augmentation des capacités de production. Selon les données communiquées lors de la remise officielle des ouvrages en 2023, les travaux réalisés sur les installations de Djiri et du Djoué ont permis d'accroître significativement les capacités du système d'alimentation en eau de Brazzaville. Les équipements modernisés permettent une meilleure continuité du service, une amélioration de la pression dans les réseaux et une alimentation plus régulière des quartiers nord de la capitale. L'usine de Djiri n'est pas un ouvrage monumental comme le barrage d'Imboulou. Elle ne possède pas la visibilité du viaduc Talangaï-Kintélé ou de la RN1. Pourtant, son importance dans la vie quotidienne des Brazzavillois est immense. Chaque litre d'eau distribué dans les foyers, les écoles, les hôpitaux ou les entreprises dépend du bon fonctionnement de ces installations. Avec plus de 65 milliards de francs CFA investis, des centaines de kilomètres de réseaux modernisés et des centaines de milliers de bénéficiaires, le renforcement de l'usine de Djiri constitue l'une des réalisations sociales les plus importantes du Congo contemporain. Au-delà des chiffres, ce projet rappelle qu'un pays ne se développe pas uniquement grâce aux grandes infrastructures visibles. Il se construit aussi à travers des équipements essentiels qui permettent à la population d'accéder chaque jour à l'un des biens les plus précieux, l'eau potable.